Donc, nous avons ce soir le plaisir de recevoir le professeur Jean-Jacques Rosa. Vous le connaissez pour ses recherches sur l'euro, certains pour ses recherches sur la mondialisation. Là, il est venu nous présenter le sujet de lui, l'économie politique du mondialisme. Et je vous remercie beaucoup d'être venu échanger avec nous là-dessus. Merci à vous de m'inviter. Je suis très heureux d'aborder devant vous ce sujet qui correspond à mon prochain livre, qui est en voie d'achèvement en ce moment. Et donc je serais très intéressé d'avoir vos réactions, puisque pour l'instant je n'ai pas pu échanger réellement sur la question. Alors c'est un petit point de façon de procéder. Si vous voulez m'interrompre pendant le cours de l'exposé, moi ça ne me gêne pas, au contraire, ça peut m'aider s'il y a des points qui sont trop obscurs ou qui ne paraissent pas très convaincants. Je suis toujours prêt à interrompre la présentation pour reprendre ensuite le film. Alors le sujet qui nous réunit, donc, c'est l'économie politique du mondialisme. Donc commençons par distinguer mondialisme et mondialisation. Mondialisation, c'est un fait, et mondialisme, c'est une proposition de système d'organisation sociale au niveau planétaire. Donc ça veut dire que les promoteurs du mondialisme nous conseillent ou voudraient que nous changions de système d'organisation politico-économique. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans les systèmes politico-économiques, particulièrement au XXe siècle, mais on pourrait dire même en partant un peu plus tôt, en partant de la révolution industrielle. Les pays qui ont connu la révolution industrielle ont connu aussi des changements de système économique et de système politique. Et depuis le XXe siècle, nous en avons subi beaucoup, avec le développement des fascismes, nazisme, des totalitarismes soviétiques, etc. Puis libéralisation, évolution dans les pays européens, évolution partout, aux États-Unis, en Asie, etc. Mais nous ne savons pas expliquer ça. Et nous ne savons même pas définir ce qu'est la gamme des systèmes. C'est-à-dire entre quel et quel système a-t-on la possibilité de faire des choix. Je voudrais prendre un exemple. On a vécu pendant la guerre froide sur l'idée qu'il y avait deux systèmes. Un système dit capitaliste et puis un système dit socialiste ou communiste. Mais cette division ne tient pas, parce que si on définit ce que c'est que le capitalisme, ça peut être deux choses, et souvent c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, c'est un système dans lequel on emploie beaucoup de capital, capital machine, capital financier, etc. Et c'est aussi un système dans lequel les propriétaires de ce capital décident de tout ce qui concerne la production, la distribution, etc. Mais si on regarde ce qu'était l'Union soviétique, c'était typiquement une société ayant un système capitaliste, puisque l'industrie lourde, les machines, l'utilisation des énergies fossiles, c'était toutes des caractéristiques des systèmes capitalistes. Et le deuxième critère que j'évoquais précédemment, ceux qui décidaient, c'était les managers du capital, on pourrait même dire les propriétaires du capital, c'est-à-dire le Parti communiste. Donc nous étions en Union soviétique dans un système également capitaliste. Il n'y avait pas d'alternative entre le capitalisme et autre chose. Il y avait une alternative entre un capitalisme relativement décentralisé, celui par exemple des États-Unis, ou même à la rigueur celui des pays européens, et puis un système capitaliste très centralisé, c'était la définition du totalitarisme, c'est-à-dire l'acteur central, le manager décide de tout. Eh bien c'était le système dit communiste ou socialiste. Donc nous ne savons pas définir les systèmes, ou jusqu'à présent en tout cas on ne les a pas définis clairement comme étant des éléments d'une gamme entre lesquels les différentes sociétés pouvaient faire un choix raisonné. Alors je prendrai la situation actuelle. On nous dit qu'il y a un système qui est en voie de création, qui est le système néolibéral. Mais alors je dis, qu'est-ce que c'est que ce système néolibéral? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, libéralisme?
Libéralisme, ça veut dire très précisément une doctrine qui préconise de laisser aux individus la plus grande marge de choix. C'est-à-dire c'est une doctrine individualiste. Et donc un système libéral, c'est un système dans lequel les individus peuvent décider de ce qui les concerne sans se soumettre forcément aux ordres venus d'en haut d'une hiérarchie ou d'un pouvoir central. Alors le système dans lequel nous sommes entrés au fond depuis les 2 ou 3 dernières décennies, c'est un système curieux pour le qualifier de libéralisme, parce qu'il a supprimé les libertés individuelles, il a conduit à une concentration du pouvoir économique au niveau mondial, ce qui n'avait jamais été le cas précédemment. Donc c'est un système hiérarchisé et fortement hiérarchisé. Alors peut-être pourrait-on dire qu'il reste libéral dans la mesure où ce sont des entreprises qui décident au fond de leur production, de leur activité, de leur localisation géographique, etc. D'accord, mais ça ne supprime pas le côté suppression des libertés et concentration de l'appareil de production au niveau mondial. Et alors en plus, ce système dit néolibéral serait un système de type mondialiste, ou en tout cas sont des mondialistes qui préconisent l'évolution accélérée vers ce système néolibéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, il s'agit de concentrer le management politique au niveau mondial. Concentration des décisions, ça n'est pas du libéralisme, c'est de l'antilibéralisme. Donc je dis, il y a eu un détournement complet de la qualification du système en pleine évolution dans lequel nous vivons, et les étiquettes sont fausses. Alors la première tâche que nous avons aujourd'hui, je pense, c'est d'essayer de définir quelle est la gamme des systèmes qui est fondée, entre lesquels nous puissions choisir. Et donc savoir quelles sont les caractéristiques fondamentales qui permettent de définir la gamme des systèmes. Et ça, pour l'instant, nous ne le savons pas. Tout ce que l'on peut récupérer de la période précédente, celle de la guerre froide, c'est dire qu'il y avait une distinction qui était bien justifiée, c'était de parler des systèmes occidentaux comme des systèmes décentralisés, des systèmes de marché en partie, et de parler de l'URSS comme d'un système de commandement, d'autorité. Ça, c'était vrai, il y avait une vraie distinction que nous allons retrouver d'ailleurs maintenant. Alors, je dis donc qu'il faut s'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire commencer par la définition des systèmes possibles et voir quels en sont les fondements, quels en sont les déterminants. Et j'ajouterai à propos de ce terme de déterminant que là encore, il y a des idées fausses qui circulent généralement, à savoir quand on parle de système économique ou de système politico-économique, la plupart des gens pensent que la décision est arbitraire. C'est-à-dire c'est une question de préférence. On peut choisir un système ou un autre selon des critères que je dirais presque esthétiques. Moi j'aime mieux le système centralisé, non j'aime mieux un système de marché, etc., etc. Je crois que ce n'est pas comme ça que se présente le problème. Je crois qu'il y a des déterminants fondamentaux qui conduisent des sociétés à adopter un système ou un autre. Alors c'est ce qu'il faut voir maintenant. Donc c'est en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une théorie des systèmes économiques et ensuite des systèmes politiques. Alors quand je dis théorie, là encore il y a beaucoup d'idées fausses. Pour beaucoup de gens, théorie ça s'oppose à la réalité. Il y a le réalisme d'un côté, puis il y a ce qui est théorique de l'autre, c'est-à-dire spéculation intellectuelle. Je crois que c'est pas ça. La théorie, c'est une hypothèse simplificatrice parce que la réalité est éminemment complexe. Donc pour la comprendre, il faut la simplifier et si possible la simplifier de manière représentative, c'est-à-dire sans trop la déformer. Donc il y a deux exigences contradictoires. Une théorie doit être une hypothèse simple, mais en même temps représentative de la réalité. Comment peut-on faire ça?
eh bien, c'est avec la méthode qu'avait énoncée John Stuart Mill au XIXe siècle, c'est-à-dire, vous prenez, quand vous étudiez un phénomène dont vous voulez faire la théorie, vous prenez un grand nombre de cas concrets de ce phénomène et vous les comparez les uns avec les autres. Quand il y a intersection, vous avez des facteurs communs. Par exemple, si vous avez un facteur que l'on retrouve dans tous les cas, c'est que c'est un facteur fondamental. Donc, comparer tous les cas les uns aux autres et voir quelles sont les zones de recouvrement, ça vous permet d'isoler les facteurs fondamentaux. Et donc, c'est là que vous avez les dimensions fondamentales qui permettent de délimiter les objets que vous allez étudier. Alors, on peut faire ça pour les sociétés et pour la théorie de leur organisation. En effet, une société, qu'est-ce que c'est? Allons au plus simple, c'est un rassemblement d'un grand nombre d'individus et donc d'interactions entre ces différents individus, et ces interactions sont régies par des règles. L'ensemble de ces règles forme ce qu'on appelle un système. Un système, c'est l'ensemble des règles d'interaction entre les éléments d'une société. Donc c'est ça que nous voulons étudier. Alors, comment peut-on faire cela? Eh bien, en se demandant à quoi sert la société et quel genre d'interaction les éléments de cette société, c'est-à-dire les individus, c'est-à-dire les atomes, ce qui est insécable, quelles sont les relations entre les individus? Eh bien, nous allons avoir ici la définition du but fondamental de la société, et c'est ça qui va déterminer les interactions entre les individus. Il y a un but fondamental de la société, et je dis, le but de la société, c'est la production, et la production de richesse. En effet, nous sommes libres, si nous voulons sortir de la société, de le faire. Les agriculteurs amateurs du Larzac voulaient sortir de la société actuelle et vivre de façon beaucoup plus simple. On pourrait aller plus loin en disant, si vous voulez vous installer en Amazonie ou à Bornéo, rien ne vous en empêche a priori, mais nous ne le faisons pas. L'immense majorité des individus choisissent de vivre dans des sociétés, donc de se rassembler en de même lieu de façon à avoir des interactions entre eux. Et pourquoi le font-ils fondamentalement? Parce que la vie est plus confortable en société qu'en Amazonie ou à Bornéo. Donc je dis, de là on déduit que l'objectif fondamental de la société, c'est la production. Alors c'est intéressant parce que si l'objectif c'est la production, le système d'organisation de la société, c'est un système d'organisation de la production. Donc, nous avons déjà une dimension fondamentale qui est celle de l'organisation de la production. Et la production, qu'est-ce que c'est? La production, ça consiste à prendre des ressources que nous jugeons utiles et à les transformer en d'autres ressources que nous jugeons encore plus utiles. C'est ce qu'on appelle, les économistes appellent ça les entrants et les sortants. Donc la production, c'est une transformation qui augmente l'utilité dont nous pouvons bénéficier. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut définir les systèmes? Oui, en étudiant les fonctions de production. Et nous trouvons donc là le rôle de l'analyse économique dans l'étude des systèmes d'organisation politico-économique des sociétés. Je recommence. Puisque la société est choisie par nous tous pour la production de richesses qu'elle met à notre disposition, puisque la production de richesses, c'est le domaine de l'analyse économique, eh bien, nous allons nous servir de l'analyse économique de la production pour voir quelle est la gamme, quel est l'éventail de l'ensemble des sociétés possibles. Et lorsque nous aurons plutôt l'éventail des sociétés possibles, alors nous pourrons choisir quel est le type de société que nous préférons à quel autre, ou plus exactement, nous pourrons essayer de comprendre quels sont les facteurs qui poussent à l'adoption
de tel type de société plutôt que tel autre. Je ne sais pas si je me suis fait à peu près comprendre sur le point de départ de l'analyse. Alors en effet, nous avons une théorie économique de la production. C'est un chapitre qu'on trouve dans tous les manuels d'économie. Et cette théorie de la production nous dit que, ce que je vous avais dit précédemment, on transforme des inputs en outputs, des entrants en sortants, et on essaie de le faire de la façon la plus efficace possible pour avoir le résultat le plus avantageux. Alors cette transformation correspond à le mélange de facteurs que l'on trouve dans toutes les sociétés, les entrants. Et quels sont les entrants? Eh bien, les économistes distinguent le capital et le travail. Et donc, on a les fonctions de production, le capital et le travail correspond à la sortie, à un niveau de production, la production nationale, le produit national, etc. Donc, nous avons là les facteurs fondamentaux de la production de richesse. Mais d'où vient que l'utilité des sortants, de ce que l'on fabrique, soit plus forte que l'utilité des entrants? Eh bien, ça vient, nous a dit Adam Smith il y a déjà très longtemps, en 1776, il nous a dit ce qui fait la croissance économique de la production, c'est la spécialisation. Autrement dit, dans l'exemple qu'il utilise, qui est celui de la fabrication des épingles, si vous organisez la production d'une certaine façon, vous aurez des résultats bien plus importants que si vous l'organisez d'une façon différente. Et rappelons-nous donc que l'objectif de la société, c'est d'augmenter la production. Alors l'exemple des épingles, eh bien Smith nous rappelle qu'il y a dans la fabrication d'objets aussi simples que des épingles, il y a 18 opérations. Comment d'abord arriver à fabriquer le fil métallique que l'on coupe, puis comment polir la pointe de l'épingle, comment ajouter une tête d'épingle, etc. Tout ça demande 18 opérations. Et il remarque à ce moment-là que quand vous demandez à une seule personne de faire les 18 opérations, elle aura beaucoup de mal à produire plus d'une ou deux épingles par jour. Par contre, si vous assignez à chaque opération un ouvrier spécialisé, donc 18 spécialistes qui vont chacun faire une des étapes de la production, alors vous multipliez la production par jour dans des proportions considérables. Selon Smith, dans l'exemple qu'il prend et qui est tiré de l'observation de la vie réelle, il obtient un coefficient multiplicateur de 240, ce qui est énorme. Oui, je crois qu'il y a une petite... J'ai juste une question. Quand vous dites que l'objectif de la société... Là, je vous en... J'ai juste une question. Oui. Quand vous dites que l'objectif de la société, c'est d'augmenter la production, de quelle société vous parlez? Parce que vous avez dit que la société, on y adhère. Enfin, on y adhère tous en tant qu'équipe, on y adhère. Je ne suis pas sûr que si vous demandez à chaque personne de cette pièce, est-ce que vous souhaitez augmenter la production, ils diront oui. Donc, si l'objectif de la société dans laquelle on vit, c'est d'augmenter la production, et qu'on est dans une société, c'est qu'on est contraint. Et si ce n'est pas le cas, c'est simple étonnant. Enfin, est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous voulez par la société? Ça peut être n'importe quelle société. Ça, c'est pas vrai. Justement, c'est l'objet de l'analyse que je vais vous présenter. C'est dire, l'objet de toute société, c'est d'avoir la transformation d'input en output la plus efficace possible, c'est-à-dire produire le plus possible de sortants. Et quelles sont les conditions qui vont conduire à choisir une organisation plutôt qu'une autre, un système d'organisation de la production plutôt qu'un autre. Alors, c'est ce que Smith a commencé à faire. Il nous dit, pour produire plus, il faut spécialiser. Donc ça, je crois que ça n'est pas contesté. Et l'exemple de la spécialisation vaut dans tous les domaines. Par exemple, en matière de... Lorsque l'industrie automobile est apparue, début du XXe siècle ou fin du XIXe, il y avait fabrication à la main des automobiles et vous aviez des ouvriers qui faisaient tout pratiquement.
Il faisait le moteur, il faisait les roues, il faisait la carrosserie, il faisait le montage. Donc c'était un travail artisanal. C'était le cas de l'ouvrier de Smith qui faisait tout dans la fabrication des épingles. Et ça a duré pendant assez longtemps, puisque encore dans les années 30, il y avait des automobiles, plutôt les automobiles de luxe, qui étaient produites de façon quasi artisanale. C'était vrai également dans l'industrie des armes à Birmingham en Angleterre au milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que là, pour fabriquer des pistolets, il y avait des individus, des ouvriers qui faisaient tout, la crosse, le canon, le barillet, si c'était un revolver à barillet, etc., etc. Et donc, ça n'est qu'après que se sont spécialisés les différents ouvriers, chacun faisant une partie du pistolet ou du revolver, et ensuite il y avait un ouvrier monteur qui assemblait les différentes pièces. Donc c'est la spécialisation qui permet l'augmentation de la production, mais la spécialisation soulève un problème important. D'un côté, elle augmente considérablement les volumes produits, mais d'un autre côté, elle rend très compliquée la tâche de finalisation du produit fini. C'est-à-dire que quand on a des spécialistes, il faut ensuite qu'ils travaillent de façon coordonnée. Si vous prenez l'automobile, il faut que le fabricant de carrosserie fasse une carrosserie qui soit juste aux dimensions du châssis et qu'elle soit également capable d'accueillir le type de moteur que l'on a choisi par ailleurs. Et donc, comme ce sont des spécialistes différents qui font ces parts de l'automobile spécialisées, il faut trouver comment les coordonner. Donc, plus vous spécialisez, plus vous augmentez l'output, la production, mais plus vous avez des problèmes de coordination importants, parce que les possibilités deviennent énormes. Le nombre de parts, le nombre de parties qu'il y a dans une automobile moderne est énorme. Et il faut que tout ça s'ajuste exactement. Et pour les armes, c'est exactement la même chose. C'est constitué de parts différentes et il faut que le montage soit exact, de grande précision. Donc il faut une coordination entre tous les spécialistes. Alors, comment peut se faire cette coordination? Elle se fait de deux façons. La première, c'est on passe par le marché, c'est-à-dire par des échanges bilatéraux entre les spécialistes. Donc vous aurez par exemple pour un revolver, vous aurez un fabricant de canons, vous aurez un fabricant de crosses. Et ils vont négocier entre eux pour ajuster les dimensions précises du canon, des crosses, du barillet. Aux États-Unis, jusque dans les années 30, la fabrication automobile était encore décentralisée entre General Motors, qui fabriquait les châssis et les moteurs, et qui sous-traitait à une société qui s'appelait Fisher Body la fabrication des carrosseries. Donc il fallait une collaboration très étroite entre ces deux spécialistes pour aboutir au produit final, l'automobile General Motors. Donc finalement, General Motors a racheté Fisher Body parce que c'était plus simple, et on va voir maintenant pourquoi c'était plus simple. Donc la première méthode, je le rappelle, c'est de dire les spécialistes vont se rencontrer et par une interface bilatérale, ils vont décider quelles sont les caractéristiques précises des composants. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Parce que si vous avez plusieurs fabricants plus spécialisés, il faut identifier celui avec lequel vous voulez traiter. Donc il faut faire tout le marché. Et quand vous l'avez identifié, le travail n'est pas fini. Il faut encore se mettre d'accord sur les dimensions précises, les caractéristiques des composants. Donc négociation sur le prix, négociation sur le calendrier de livraison des produits composants. Donc tout ça demande énormément de recherche, beaucoup de travail, et c'est coûteux. C'est une recherche d'information et une mise en accord de l'information, mais tout ça coûte très cher, parce que le temps, c'est de l'argent.
Et il faut donc des spécialistes qui investissent tout leur temps pour arriver à faire le marché et faire le bon choix pour l'échange. Alors, je dirais, quand vous avez N composantes d'un produit final, vous avez une explosion des accords bilatéraux possibles. C'est N puissance N. Donc si chaque recherche particulière d'un partenaire a un coût, le coût de recherche de l'information, vous voyez, quand vous avez N puissance N, c'est explosif, donc les coûts de création de votre objet qui a été fabriqué de façon décentralisée explosent. Alors, c'est mauvais pour la production. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces coûts? Eh bien, il y a une deuxième façon de faire. La première façon, donc celle qu'on vient de voir, c'est l'échange bilatéral. Il y a des contrats d'échange entre les apporteurs de produits composants. D'accord? Donc, il y a un consensus qui se forme entre deux apporteurs de composants complémentaires. Mais il y a une autre façon de faire, qui est un échange unilatéral, ou du moins où la décision est unilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un des deux partenaires qui définit toutes les caractéristiques des deux composantes. Et le second renonce à décider pour lui-même, il s'adapte simplement à ce que lui demande le premier partenaire. Autrement dit, dans l'exemple de General Motors, par exemple, General Motors définit le châssis de la voiture, le moteur, etc. Et puis il dit à Fisher Body, le carrossier, ben maintenant vous allez me construire une carrosserie qui aura telle et telle caractéristique pour que ça colle avec mon châssis et avec mon moteur. Et Fisher Body accepte. Il est en sorte subordonné aux décisions qui sont prises par General Motors. Donc alors que le premier contrat d'échange et d'assemblage était un contrat bilatéral, que j'appelle BI pour simplifier, le contrat dont je vous parle maintenant, c'est un contrat unilatéral. C'est-à-dire il y a un décideur et il y a un suiveur. Ça implique une hiérarchie. Donc le contrat unilatéral est un contrat qui centralise la décision et qui implique donc une hiérarchie entre les partenaires. C'est ce que l'on trouve dans toutes les entreprises. C'est le contrat de travail. Le contrat de travail qui définit l'entreprise, parce que l'entreprise c'est un ensemble de contrats de travail, le contrat de travail c'est un contrat dans lequel il y a un décideur et il y a un salarié. Le statut du salarié, c'est qu'il doit se soumettre aux décisions prises par le décideur. Moyennant quoi, il bénéficie d'une rémunération fixe. Et il ne fait pas l'effort de recherche par tâtonnement de l'information qui permettrait l'assemblage. Il laisse ce travail au manager centralisé. Donc nous avons là à la fois la racine de l'organisation de la production et des facteurs qui peuvent en affecter le choix. Pourquoi? Parce que le contrat unilatéral est beaucoup moins coûteux en information que le contrat bilatéral. Dans le contrat unilatéral, il y a un seul décideur. Et quand il décide de ce qu'il veut comme qualité des composants, eh bien ensuite il peut traiter avec n'importe quel apporteur de ces composants qui va se soumettre à son modèle, à son choix. Donc il ne fait le travail de choix qu'une seule fois. Alors que dans le contrat bilatéral, chaque fois que vous changez de partenaire, il faut recommencer tout le travail de recherche dans l'ensemble des possibilités qui, comme je l'indiquais précédemment, croît de façon exponentielle avec le nombre de composantes. Vous imaginez ce que ça donne, par exemple, dans l'industrie horlogère suisse. Les composantes d'une montre, il y en a un très grand nombre. Donc, quand vous cherchez à monter, à créer votre montre par contrats bilatéraux, c'est-à-dire par des échanges de marché, ça coûte très très cher en recherche d'informations et en mise au point
de l'architecture du produit. Tandis que si vous le décidez de façon unilatérale, vous avez des sous-traitants et vous leur dites « moi je veux ça, ça et pas autre chose ». Et donc vous ne faites qu'une fois le travail de conception et le travail de recherche d'information qui est à la base du travail de conception. Donc ça diminue énormément le coût de production. Et ça va diminuer le coût de production d'autant plus que le coût de l'information, le coût de savoir qui sont les partenaires possibles et qu'est-ce qu'ils ont à offrir et dans quelles conditions de prix, de qualité, de dimension, etc., vous ne le faites qu'une fois dans la décision hiérarchique, alors qu'il faut le faire de multiples fois dans la décision de marché. Autrement dit, si vous me suivez toujours, je ne sais pas, oui, donc nous avons là les racines de deux types d'organisations opposées pour augmenter la production, une production décentralisée de marché, une production centralisée hiérarchique, d'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pas autre chose. L'entreprise, c'est un ensemble de contrats entre un partenaire central et les différents salariés. Donc nous avons deux modes d'organisation différents. Et alors c'est très important parce que habituellement on utilise de façon non rigoureuse, on assimile économie de marché et économie d'entreprise, comme si c'était la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est l'opposé. C'est l'opposé. On a un système hiérarchique et on a un système décentralisé. Donc, nous voyons à ce moment-là que la variable critique qui va conduire à choisir plutôt un système décentralisé ou plutôt un système centralisé, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de l'information. Puisque, dans le système décentralisé, vous devez chercher dans tout l'univers des producteurs spécialisés avec qui vous allez traiter. Ça demande beaucoup de temps et c'est une recherche d'information extrêmement coûteuse. Au contraire, dans un système hiérarchique, vous simplifiez radicalement. Vous n'avez le coût d'information qu'une seule fois. Vous faites une recherche, vous définissez votre modèle, ensuite vous savez exactement quoi demander à vos sous-traitants et à vos salariés. Vous n'avez plus à faire de recherche d'information. Donc, conséquence très importante, vous allez réduire d'autant plus le coût de recherche et le coût d'information que votre volume de production va être important. Parce que quand vous produisez beaucoup plus d'unités à la sortie de votre fonction de production, vous aurez fait le travail de recherche d'information une seule fois, vous le divisez donc par le nombre d'unités produites, et ça veut dire que votre coût moyen en information de chaque unité produite va chuter à la verticale jusqu'à zéro quand vous avez des séries de production assez longues. La production en série permet de réduire à presque zéro le coût d'information, alors que le coût d'information est énorme quand vous avez une économie de marché. Donc je dis qu'il faut réviser nos façons de classer les systèmes, parce qu'à la base, fondamentalement, nous avons des systèmes de marché, ou plutôt de marché, et des systèmes hiérarchiques, ou plutôt hiérarchiques. Donc ça correspond à toute la littérature des années récentes qui s'est développée sur l'organisation hiérarchique. Et donc on ne peut pas dire qu'un système économique dans lequel il y a surtout de très grandes entreprises est un système de marché. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est un système hiérarchique. Il est beaucoup plus proche, il y a beaucoup plus de proximité entre un système de très grandes entreprises et le système soviétique qu'entre le système d'entreprise et le système de marché. J'avais fait une expérience, j'avais fait un passage dans une grande société d'assurance américaine, la Travelers à l'époque, et c'était une entreprise de dimension considérable. Et donc on m'a fait visiter les services, etc. Et puis on m'a indiqué, c'était la fin de la matinée, on m'a indiqué en fin de matinée qu'on allait déjeuner sur place. Et il y avait des restaurants d'entreprise. Oui,
il y avait un restaurant d'entreprise par niveau de hiérarchie. C'est évidemment les restaurants de la direction, puis les cadres moyens, les petits cadres, puis les salariés. Et je me suis dit, bah, c'est le système soviétique, quoi. Et effectivement, c'est le système soviétique. D'accord? Donc, conséquence pratique de l'analyse théorique ici, il faut réviser nos conceptions et nos classements des différents types de sociétés. Donc, plus le coût de l'information augmente, et plus la société va être orientée vers les systèmes hiérarchiques parce qu'ils économisent l'information. C'est le bon sens. Au contraire, quand le coût de l'information chute, on va abandonner les organisations hiérarchiques et on va aller vers des organisations de marché, des systèmes de marché. Eh bien, c'est ce qui s'est passé lors de la révolution de l'information. Et nous l'avons vécu, je pense. C'est pas si vieux que ça. On a dû tous le vivre. C'était dans les... Je suis prudent. C'était dans les années 70, 70-80, c'était la révolution de l'information. C'était quoi la révolution de l'information? C'est qu'avec les microprocesseurs, les ordinateurs, le téléphone radio, etc., il est devenu soudain très bon marché de se procurer de l'information sur n'importe qui et n'importe quoi dans le monde. Donc tout ça a joué en défaveur des organisations et des systèmes d'organisation de production hiérarchiques et en faveur des systèmes de marché. Ça voulait dire désintégration des plus grandes entreprises. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Il y avait le mouvement de downsizing, c'est-à-dire les grandes entreprises se décomposaient en plusieurs morceaux parce que ça les valorisait à la bourse. Ça les valorisait à la bourse parce qu'elles étaient plus efficaces en production. Et d'une façon générale, ça a conduit à la vague libérale qui accompagnait ce mouvement de révolution de l'information dans les années 70 et 80. Et ça, nous le verrons peut-être dans la deuxième partie que je vais aborder sous peu, qui nous fait passer à la politique à partir de l'économie. Parce que ce que je vous dis là, c'est uniquement des systèmes d'économie pure. Il n'y a pas de politique pour l'instant. On n'en a pas parlé. Donc c'est dire, pour ce qui concerne le côté économique des systèmes d'organisation sociale, il y a deux pôles qui tiennent à des décisions individuelles. Et vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai dit au départ que choisir un système politique ou économique, c'est pas une décision esthétique, c'est pas une décision idéologique, c'est qu'est-ce qui va être plus avantageux pour vous, rentrer dans des contrats bilatéraux ou rentrer dans des contrats unilatéraux. Ça veut dire concrètement pour chacun de nous, je veux devenir un décideur ou je veux devenir un salarié. Ça implique certes des compétences différentes, mais ça dépend du coût de l'information. Donc si l'information est extrêmement coûteuse, il vaut mieux laisser tomber le management et s'orienter vers une position de salarié, de subordonné. Si au contraire l'information est extrêmement abondante, il vaut mieux ne pas passer de contrat de subordination et décider par soi-même dans des échanges bilatéraux, c'est-à-dire aller sur le marché. Et quand on agrège tous ces contrats qui sont décidés individuellement et non pas centralement, quand on agrège tous ces contrats, on obtient des pyramides hiérarchiques d'un côté, ça s'appelle les entreprises, où nous allons voir les administrations, ou bien on a plutôt des artisans qui agissent par interaction bilatérale sur des marchés. Ce sont des sommes de contrats. Donc l'architecture, on peut décrire maintenant l'architecture d'un système économique par le nombre de contrats dans chacune des deux catégories. Ça veut dire qu'au niveau de l'individu, vous et moi, le choix est binaire, c'est ou bien ou bien. Mais quand on additionne tous les choix binaires, on a un choix continu. C'est-à-dire les pyramides sont plus ou moins grandes, à la base et en hauteur, ou bien les marchés, qui sont des sommes de contrats, sont plus ou moins importants. Donc là, c'est fondamental ce point,
Parce que ça veut dire que le choix des systèmes économiques ne se décrète pas centralement. Crozier disait « on ne réforme pas la société par décret ». Nous avons tendance à penser qu'il avait tort, parce que nous suivons la politique, et en politique on nous dit toujours « ah oui, on va réorganiser ceci, réorganiser cela », mais c'est pas comme ça que les systèmes économiques se choisissent. Ils se choisissent par nos décisions individuelles, additionnées les unes aux autres. Si tous ici, nous choisissons des contrats unilatéraux, eh bien, nous aurons une seule grande entreprise. Si au contraire, chacun veut décider par lui-même, ben, nous allons avoir N puissance N contrats entre nous, sont des marchés. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? Un marché, c'est un ensemble de contrats d'échange de même nature sur un même objet. Même pas dans un même lieu, ça peut être en plusieurs lieux différents. L'essentiel, c'est que le produit échangé soit le même partout. Mais dans des contrats d'échange bilatéraux. Donc je prétends avoir analysé ici les fondements de l'architecture des systèmes économiques. Et la source de leur changement, qui est le coût relatif de l'information, relatif par rapport aux autres ressources qu'on utilise dans la production. Alors, si vous êtes toujours avec moi, je vais donc... ah oui, je vais vous présenter ce que ça veut dire en termes d'organisation. Donc, on va voir... Ça va nous permettre de passer à la partie politique. On appelle l'économie ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire toutes les productions de biens et services. Et puis, il y a un système politique aussi, dans le système politico-économique. Et qu'est-ce que c'est que le système politique? Le système politique, c'est tout ce qui a trait à l'activité des États. Et pratiquement toutes les sociétés modernes ont un État. Donc, ce qu'on appelle la politique, c'est l'activité de production d'un État. Et l'État est en fait un producteur, et c'est même une entreprise productrice. Alors, qu'est-ce qu'il produit? Eh bien, il produit de la prédation d'abord. En effet, il y a toujours deux façons d'obtenir des ressources, ou bien par le travail, ou bien en se saisissant du travail d'autrui. Donc il y a la production proprement dite et la prédation. L'État est un producteur de prédation, si je puis dire. Mais il ne produit pas que cela, parce que là c'est très intéressant, et ça justifie fondamentalement son rôle, c'est que en produisant plus ou moins de prédation, il produit aussi de la sécurité. Alors il faut que je m'explique peut-être là-dessus. Quand vous développez votre système de production, votre système économique, vous créez des richesses. Vous transformez des richesses. Donc ça va susciter des appétits. Donc il va y avoir un certain nombre de prédateurs qui vont se précipiter pour vous en déposséder. Dans ce contexte-là, il n'y aura d'équilibre que dans le monopole de la prédation. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a beaucoup de prédateurs qui agissent en même temps dans une même économie, ça va totalement décourager les producteurs. Parce que l'incitation de chaque prédateur, c'est de saisir tout ce qu'il peut tout de suite. Donc la prédation va être maximale. Donc la concurrence entre prédateurs amène la production au niveau zéro. D'accord? Par contre, si vous avez maintenant un prédateur qui est plus fort que les autres, et qui impose sa loi, et qui évince les autres prédateurs, il s'assure un monopole. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'analyse économique, mais un monopole produit toujours moins qu'une situation de concurrence.
L'objet même du monopole, c'est de réduire la production pour faire monter les prix et augmenter la rareté, et donc augmenter ses profits. Donc le monopole produit moins que la concurrence. Et là, nous sommes dans une situation de concurrence ou de monopole de prédateurs. Quel est le plus avantageux pour le producteur de base? C'est d'avoir un monopole, un prédateur de monopole. Donc le producteur de base préfère avoir affaire à l'État qu'avoir affaire à une concurrence de prédateurs privés. Le monopole dans la prédation de l'État minimise la prédation dans la société. C'est ce qui fait le rôle de l'État, fondamentalement. L'État est accepté dans toutes les sociétés parce qu'il minimise la prédation. Ça veut dire qu'il maximise la sécurité. Et donc je dis, la production du prédateur de monopole, c'est en même temps celle d'un produit joint, indissociable, qui est l'augmentation de la sécurité, l'augmentation de la production de sécurité dans la société. D'accord? Je ne sais pas s'il faut peut-être répondre à des questions. Oui, je veux bien. Pour essayer de faire Est-ce que tu peux te lever pour que on t'entende mieux? Pour essayer de faire le lien avec le début, je voudrais prendre mon exemple l'EDF, la production. D'EDF? Oui, la création de centrales nucléaires, par exemple. On a un modèle français qui est plutôt hiérarchique, mais avec, on crée un produit et de l'information pour améliorer les centrales nucléaires. Il y a un ping-pong entre les ingénieurs et le modèle créé. Donc ça a créé, Je crois que je vois votre problème, mais il est un petit peu différent. C'est que selon les produits, il y a des produits qui sont des monopoles naturels, et donc qui conduisent même des entreprises privées à un secteur où il y a des entreprises privées qui conduisent à un monopole pour des caractéristiques particulières du produit. C'est ça? Ah non. Non. Non, c'est plutôt le fait qu'il y a une relation bilatérale parce qu'on crée un produit, on crée un système entre le salarié de l'EDF et ceux qui créent le produit. Donc, dans une entreprise, le statut du salarié, c'est inscrit dans la loi, le statut du salarié est celui d'un subordonné. Il doit respecter les directives qui viennent d'en haut du sommet de la pyramide. C'est la loi. C'est la loi de l'entreprise. Et ça n'est pas vrai uniquement en France, c'est vrai partout. Ce que je voulais dire, c'est que quand EDF a créé les centrales nucléaires, au fur et à mesure qu'on crée les centrales nucléaires, on voit les avantages pendant l'exploitation et on reporte l'amélioration aux autres centrales nucléaires. Donc c'est un modèle un peu différent. C'est un modèle d'État. Et par exemple, en Allemagne, eux, c'est Siemens qui l'a fait. Ils ont créé ça avec un modèle plutôt... Excusez-moi, mais je crois que ça nous entraîne loin du sujet. J'aurais terminé là sur la présentation des systèmes. On en parlera là, après, si vous voulez. D'accord. Donc là, je dis simplement, ce que j'essaie de justifier, c'est pourquoi il y a un État. Il y a un État, c'est un prédateur de monopole, parce qu'étant prédateur de monopole, il minimise la prédation et il augmente la sécurité. C'est pour ça que dans toutes les sociétés, il y a un État, dans toutes les sociétés modernes, parce que ça a une valeur ajoutée positive pour l'ensemble de la population des producteurs. Alors je dis simplement maintenant, on a donc économie, ce que nous venons de voir, c'est qu'il y avait possibilité d'une centralisation hiérarchique très poussée, ou pas, ou au contraire, une décentralisation par le mécanisme de marché. Et là, il y a une continuité, parce que je vous ai dit, les choix individuels qui sont binaires se traduisent par des choix collectifs qui sont continus. Donc on peut se déplacer au niveau de la société entre une extrême centralisation, Union soviétique, ou une extrême décentralisation. Maintenant, pour la politique, je dis c'est la même chose. L'État est une firme, c'est-à-dire c'est une organisation hiérarchique dans laquelle il y a les mêmes liens de subordination que dans l'entreprise.
économique. Donc il y a possibilité pour l'État d'être centralisé plus ou moins et décentralisé plus ou moins. Comment cela? On peut m'objecter, mais non, l'État n'a qu'un seul décideur puisque c'est une hiérarchie unique. Oui, mais le degré de centralisation, dans le cas de l'État, c'est un décideur, le chef de l'État ou du gouvernement, sur une population. Comme la population peut être plus ou moins importante, le degré de centralisation de l'État peut se promener entre très centralisé et moins centralisé et plus décentralisé. Ce qui fait que j'ai maintenant l'ensemble des situations, des systèmes possibles dans une seule matrice. J'ai donc premier carré, vous gardez à l'esprit que c'est continu en réalité, mais je simplifie en prenant des catégories discrètes. Donc, premier carré ici, j'ai une économie très centralisée, très grandes entreprises, et j'ai un État très centralisé, c'est-à-dire que gère une population très importante. Alors ça s'appelle l'URSS. La production est très centralisée, c'est le Gosplan, et l'État est très vaste, il est centralisé, il s'occupe de tous les aspects de la vie individuelle, système totalitaire. Maintenant, je vais passer directement à la case 4, donc avec État décentralisé et entreprise décentralisée aussi, ça veut dire que j'ai des petites entreprises et j'ai un État léger. Ça s'appelle ce qu'on appelle le capitalisme libéral ou la démocratie. Je préfère démocratie libérale, parce que tout le monde est capitaliste dans les sociétés modernes. Donc c'est le système qu'on nous vante comme étant celui de la démocratie libérale. Maintenant, il y a des cas un petit peu plus difficiles à interpréter. Ici, le 2, c'est-à-dire décentralisation économique et centralisation politique. Alors l'État est important, mais il a affaire à une économie décentralisée. J'appellerais ça un système de dictature classique. Il y a un prédateur qui s'est installé à la tête de l'État. Pardon ? La Chine? Non, la Chine est ici, je crois. Tout est centralisé. Maintenant, vous avez raison, depuis l'ouverture économique, il y a une certaine évolution. On va y revenir. Mais ici vous avez une économie plus de marché. Parce que quand les entreprises sont petites, les marchés, par définition, sont importants. Puisque c'est un choix entre les deux. L'Empire romain? Pardon? L'Empire romain? Peut-être. En fait, il y a des travaux très intéressants sur l'Empire romain comme une économie de marché. Bon, on peut en reparler. Non, mais c'est pertinent. Et alors, c'est le cas le plus difficile, c'est la case 3. C'est-à-dire qu'il y a un État décentralisé et des entreprises très centralisées, très grandes. Ça s'appelle le mondialisme. C'est le système de Davos. Ça a des conséquences extrêmement importantes parce que les entreprises sont concentrées au niveau mondial. Donc elles deviennent énormes. Parce que, on va y revenir, je vais faire court parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais il faudrait peut-être passer au débat. 1h13. Pardon ? 9h13. Ah, d'accord. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc ces systèmes du mondialisme dans lequel on a d'immenses entreprises au niveau mondial et des États qui en comparaison sont petits. Ils sont décentralisés avec une conséquence immédiate. Les entreprises sont grandes, elles ont beaucoup de ressources. Les États sont petits et ils ont moins de ressources parce qu'ils subissent le downsizing libéral. Quelle est la conséquence?
vous allez me le dire, c'est la corruption. La corruption, il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui sont très grands, il y en a qui sont petits et qui sont endettés, ils n'arrivent plus à prélever fiscalement des sommes suffisamment importantes pour eux, donc ils se laissent acheter. Le système soviétique était extrêmement corrompu. Hein. Pardon? Le système soviétique était extrêmement corrompu, donc pour moi c'est pas uniquement avec un système. Je ne sais pas ce que vous entendez par corruption dans le système soviétique, parce que les entreprises étaient dirigées par le parti communiste, par le pouvoir politique. Donc le pouvoir politique avait droit de vie et de mort sur les entreprises. Il n'y avait même pas d'entreprise, à vrai dire, en URSS. Il n'y avait qu'une seule administration géante. Par exemple, quand l'URSS a disparu, je parlais avec des économistes russes et ils disaient on ne sait pas comment on va prélever les impôts, on aimerait le prélever sur les entreprises, mais il n'y a pas d'entreprise. Parce que les entreprises, c'était une partie des ministères. Donc, corruption, non, je pense que la corruption implique qu'il y ait un secteur privé puissant. Donc là, je crois que nous avons la matrice des systèmes politico-économiques qui découlent de mon analyse de la production, de la fonction de production et de la façon d'obtenir une production plus importante. Alors je terminerai peut-être en abordant maintenant les événements récents, en disant qu'est-ce qui s'est passé qui nous conduit au mondialisme, Davos, etc., dans la période, dans les 20 dernières années, disons. Alors je crois que là il y a trois dates très, très importantes qui marquent l'évolution des systèmes politico-économiques dans cette période agitée. 1974, 1991 et 1492. Oui, 1492. Pourquoi alors, 1974 d'abord, parce que 1974, en tout cas pour les sociétés européennes, ça voulait dire rattraper le niveau de vie américain. Avec la reconstruction, les 30 Glorieuses, c'était le rattrapage, au fond, du temps qu'on avait perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Grande Dépression qui avait précédé. Et surtout, ça a été le début de la révolution de l'information. Donc, comme on l'a vu précédemment, la révolution de l'information, ça veut dire downsizing, réduction des dimensions des hiérarchies, donc élargissement des marchés. Donc, libéralisme. Libéralisme, c'est la décentralisation de la décision. C'est la décision au niveau individuel. Donc, quand vous diminuez la dimension de la hiérarchie et que vous augmentez l'importance des marchés, vous êtes dans une tendance individualiste, donc une tendance libérale. Donc ça a été extrêmement douloureux pour beaucoup de grandes hiérarchies, tant privées que publiques. Parce que faire du downsizing, ça ne plaît à personne. Sauf aux actionnaires et aux consommateurs, mais pas à ceux qui sont dans l'appareil de production. Ils ont moins de possibilités de promotion, ils ont moins de moyens, donc c'est difficile. Donc ça explique la vague du libéralisme des années 80. Et puis, cette vague du libéralisme, comme elle tient au fondement de la production, il n'y avait pas de raison qu'elle se limite à l'Occident. Donc, elle a atteint l'URSS, et ne serait-ce que par la concurrence entre les États-Unis et l'Union soviétique. En fait, l'efficacité de l'économie américaine a beaucoup augmenté avec la libéralisation, et par opposition, l'efficacité de l'Union soviétique, elle, n'a pas progressé. Donc les États-Unis ont amélioré leur position pendant que l'URSS n'améliorait pas la sienne. Ça veut dire que ça explique la dissolution de l'Union soviétique.
À la fin de l'Union soviétique, le gouvernement central n'avait plus de quoi payer l'armée. Donc il était dans une crise totale qui était une crise à fondement économique. Parce qu'il avait le mauvais modèle dans les conditions nouvelles. Avant, c'était un bon modèle. Dans les années 30 ou 40, le modèle de l'Union soviétique était parfaitement défendable et il a produit quelques résultats remarquables, notamment dans la production de chars T-34, qui ont été bien utiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après 1974, l'Union soviétique a décliné relativement aux États-Unis et donc c'est ce qui a amené à la conclusion de la guerre froide avec la déconfiture, c'est une faillite de l'État soviétique. Donc ça vous donne la clé, après 1974, vous donne la clé de 1991, la dissolution de l'Union soviétique. Mais alors pourquoi 1492 ? Christophe Colomb. Pardon. Christophe Colomb. Pardon ? C'est la première mondialisation. Excusez-moi, je pense. C'est Christophe Colomb. Oui, Christophe Colomb. Non, c'est la première mondialisation. Pardon ? 1498. Non, donc c'est Christophe Colomb, je pensais bien à Christophe Colomb. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a ouvert un nouveau marché. Eh oui, des débouchés Et puis énormes. une nouvelle prédation. Tout à la fois, prédation et marché. Des marchés énormes et des ressources énormes. La multiplication économique de 1492 pour les quelques pays européens concernés, ça a été extraordinaire. Or, ce qui s'est passé en 1992, c'est du même ordre. Tout d'un coup, l'accès aux économies qui jusque-là étaient fermées, gérées centralement de façon hiérarchique, elles se sont ouvertes au commerce international. Donc, pour les entreprises les plus performantes du monde occidental, et c'était souvent des entreprises américaines, ça a été du pain béni. Tout d'un coup, les débouchés ont augmenté, les ressources ont augmenté, le travail disponible a augmenté. Donc tout ça a permis un essor considérable des entreprises qui, d'américaines simplement, sont devenues mondiales. Auparavant, elles faisaient bien du commerce avec l'Europe, etc. Oui, mais ça n'a pas été le choc massif qu'a été 1991 ou 1992, le lendemain de 91. Donc tout d'un coup, sont apparues des entreprises de taille mondiale, et vraiment mondiale. On les connaît tous, les GAFAM, etc. En même temps, pour les États, c'était pas du tout la même histoire. Pour les États, l'ouverture commerciale et l'ouverture des échanges a fait que la matière taxable devenait mobile. Et ça, tout homme d'État qui se respecte, et c'est une perspective qui lui déplaît considérablement. Pour taxer les ressources, il faut qu'elles soient fixes, qu'elles soient immobiles, il faut qu'elles soient prisonnières. Donc à partir du moment où le capital et le travail se déplacent à volonté, les recettes fiscales baissent. Et donc les petits États ont eu un gain d'efficacité comparé aux grands États. Et on le voit d'ailleurs, puisque depuis cette période, l'endettement des États n'a cessé de croître. Ça veut dire que les ressources fiscales n'étaient plus à la hauteur des dépenses. Donc nous avons là la clé de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, à part les États-Unis, qui sont les grands vainqueurs de cette affaire, pour les autres États, la période est difficile. Ils devraient faire du downsizing, mais le downsizing, c'est socialement explosif. Ça veut dire supprimer des services, ça veut dire supprimer des rentes, ça veut dire supprimer de la prédation inutile. C'est toujours déplaisant pour des prédateurs de monopole. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question quand vous parliez d'endettement.
À votre avis, le pays le plus endetté dans le monde, c'est lequel? Vous me posez une colle, je ne sais pas. C'est les États-Unis. Les États-Unis. En taux par rapport au PIB? Par rapport à l'économie réelle. Par rapport au PIB. Non, l'économie réelle. C'est-à-dire l'économie réelle. Mais poursuivez. C'est quoi l'économie réelle? Quel est le pays qui doit le plus d'argent aux autres pays? L'économie. L'économie réelle n'est-elle pas mesurée par le produit intérieur brut? Donc, entre guillemets, votre raisonnement, j'ai du mal à le suivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Dans l'économie réelle, parler de 1971 ou 74, c'est là que la décision se fait. Ah, enfin, ça c'est mon avis, ou c'est ce que j'analyse, moi. Il y a après, c'est des conditions économiques, les échanges, Bretton Woods et tout ça, les dollars. D'ailleurs, actuellement, c'est en train de changer. Attendez, si vous prenez les statistiques... Non, c'est pas des statistiques, c'est des faits réels. Non, mais vous me parlez de l'endettement des États, je dis qu'il faut voir les statistiques. Bon, et par quoi on compare à quoi l'endettement des États? On le compare à la dimension de l'économie, c'est-à-dire celle qui est généralement acceptée, qui est le produit intérieur brut ou le produit national brut. Et dans ce cas, les États-Unis ne sont pas l'État le plus endetté du monde. Nous le dépassons très largement. Non. Oui. Donc, je crois, enfin, peu importe. De toute façon, je ne sais pas quelle est l'importance de ce point particulier. Je termine sur les conséquences de la présentation de ce modèle. Donc, nous sommes actuellement dans une situation d'évolution importante et accélérée qui va dans ce sens, c'est-à-dire qui nous a fait passer du cadran 1 et du cadran 3 au cadran 4. Donc, cadran 1 et 4 nous fait passer au 3, c'est-à-dire le système dans lequel il y a croissance des hiérarchies d'entreprise et décroissance tendancielle des États, en mettant de côté pour l'instant le cas des États-Unis. Donc ça, c'est une structure de système qui conduit à la corruption généralisée et au mondialisme. Pourquoi? Parce que les entreprises géantes, les GAFAM, etc., qui sont ici et qui exercent le contrôle sur les États qui sont de relativement petite dimension, ce n'est pas une situation finalement la plus avantageuse pour elles. Ce qui serait plus avantageux, c'est d'avoir affaire à un seul État, qu'elle contrôlerait également, pour avoir les mêmes règles. Autrement dit, quand vous êtes une entreprise pharmaceutique, par exemple, vous n'avez pas envie d'avoir affaire à 48 États qui ont tous des réglementations différentes, des taux de fiscalité différents, etc. Ça vous complique la tâche et ça diminue vos profits. Par contre, si vous avez un seul État que vous contrôlez, alors là, c'est idéal. Donc, les grandes entreprises du GAFAM militent pour un État mondialiste. Donc, d'où l'idéologie mondialiste aujourd'hui. C'est une idéologie, comme toutes les idéologies, qui est éminemment intéressée. Pourquoi je voulais absolument, parce que moi je connaissais les travaux du professeur Rosa, pourquoi je voulais absolument que vous l'entendiez? Je sais que c'est un exposé plus technique, plus posé, parfois moins engagé, que ce que nous avons parfois l'habitude d'entendre d'enseigner. Mais pour une raison qui est très simple. Premièrement, j'aime bien de temps en temps qu'on fasse un peu de recherche fondamentale, de scientificité, c'est bien. Déjà, c'est bien. Et deuxièmement, à travers cela, vous voyez que il y a beaucoup d'idées reçues en économie, entre autres sur l'importance de la taille, sur la nécessité de l'adaptation et sur la stratégie. Grâce à un exposé comme celui-là bien maîtrisé, vous comprenez par exemple les problèmes que posent certaines institutions, l'Union européenne et autres. Et surtout, vous avez un modèle explicatif de ce qui nous est arrivé. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce qu'a dit l'un d'entre vous avant de donner la parole à la salle. En disant, en Union soviétique,
il y avait de la corruption. En Union soviétique, il y avait des prébendes. Et des prébendes qui cachaient la pénurie. Ce n'est pas le même phénomène. Pour avoir travaillé, grâce à Jacques Sapir, sur la Russie post-soviétique, si la corruption révolutionne la société russe, c'est parce que on passe d'un système de prébende, c'est-à-dire vous êtes des moscovites, moi je suis un cadre du parti. La taille de la queue pour avoir des denrées alimentaires et le type de denrées alimentaires n'est pas le même. C'est mes prébendes. En échange, je ne fais pas d'action illégale, je n'avantage personne. C'est un privilège, privata lex, loi privée. C'est un système équivalent à un système feudal. Alors que quand ces mêmes chefs de parti, dirigeants d'entreprises nationalisées, vont connaître la douceur de l'ère Yeltsin, et donc ils deviendront les patrons de leurs anciennes sous-directions administratives privatisées, qu'ils vont les saigner et les vendre à l'Ouest, là, vous allez connaître la corruption. Et c'est pour ça que la corruption a révolutionné la société russe. Je vous rappelle qu'en 1999, à la prise de Vladimir Poutine au pouvoir, ceux qu'on appelle les 7 oligarques historiques, dont certains sont encore en vie, je crois que M. Abramovich est encore en vie, et pèsent à eux 7 50% du PIB russe. Vous voyez, vous voyez le passage d'une société de privilèges à une société de corruption, c'est pas pour vous dire que la société de privilèges c'est bien, c'est que ce sont deux phénomènes différents. Question ? Merci, bonsoir monsieur. Alors, très intéressant ce découpage. Est-ce qu'on peut essayer de créer une dynamique, puisque rien n'est stable, tout évolue? Donc, sur le dernier propos que vous avez tenu, le système 3 montre que ceux qui dominent l'économie ont comme projet de dominer la politique. Donc, on va peut-être se retrouver, remonter dans le système 1. Et donc, ça serait intéressant. Après, vers quoi le système 1 est amené à évoluer, etc., etc. Est-ce qu'il y a une dynamique entre ces modèles? Alors, je vais me risquer à une prévision. Et je dirais, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que le mondialisme va l'emporter? Enfin, il l'emporte aujourd'hui, mais est-ce qu'il va s'installer pendant... Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que 1992 ou 91, ça ne se produit qu'une seule fois. Vous avez eu l'ouverture de toutes les économies qui étaient fermées, planifiées, etc. Ouverture au commerce international. Une fois que vous avez ouvert, vous ne pouvez pas le faire une deuxième fois. Christophe Colomb ne peut pas découvrir 2 fois l'Amérique. Donc, du côté des très grandes entreprises, on a engrangé les bénéfices. Mais la perspective de croissance n'est plus là. Et c'est pourquoi je crois qu'elles sont très inquiètes. Et je dis, il y a eu un gain d'aubaine pour ces GAFAM, un gain d'aubaine, et maintenant ils essaient de défendre leur rente. Ils sont en position défensive. Par contre, pour la tendance au downsizing, à la réduction de la dimension des hiérarchies, elle est toujours là parce que la révolution de l'information se poursuit. La loi de Moore n'a pas été démentie. Les capacités de traitement de l'information doublent tous les je ne sais pas combien. Ça continue. Donc vous avez d'un côté un gain qui a été une seule fois, et de l'autre côté, une tendance à la révolution de la petite dimension qui se poursuit. Donc mon diagnostic, c'est dire les mondialistes vont échouer. Bonsoir, merci pour votre exposé. Je me posais une question, est-ce que votre tableau n'est pas lié d'une façon ou d'une autre à l'énergie ou la production d'énergie? Vous n'en avez pas parlé, et l'histoire de l'énergie, ça influence aussi bien nos partis politiques que nos entreprises. On avait des caravelles, c'est pas comme les sous-marins nucléaires, ça influence d'une façon ou d'une autre. Oui, mais pour l'économie de la production, si vous voulez, l'énergie, c'est l'un des facteurs de production, parmi d'autres. Donc,
Peut-être que le coût de l'énergie va continuer à augmenter. J'étais déjà très sceptique, vu mon grand âge, c'était lors des discussions du Club de Rome, où on nous disait que c'était la fin de tout, et il va y avoir pénurie d'énergie, etc. Il n'y a pas eu de pénurie de pétrole depuis le Club de Rome. Hein. Et j'ajouterais... souvent l'expression « l'économie, c'est de l'énergie transformée ». Donc, est-ce qu'on pourrait remplacer l'économie par l'énergie sur le tableau? Oui, mais vous entendez par énergie les énergies fossiles? Non, de toutes sortes, musculaires, fossiles, nucléaires. Si vous voulez être très très général, alors vous pouvez dire le travail c'est une source d'énergie. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs de production. Je ne vois pas qu'il y ait une augmentation du coût prévisible et continue de l'énergie fossile, mais pour une raison technique simple qui est en finance. On sait que le cours des produits financiers qui représentent des ressources réelles évolue au hasard. C'est-à-dire, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de tendance continue. S'il y avait une tendance continue, comme le prétendait Robert Lattès, qui était un économiste du Club de Rome, il vous disait, moi je connais le prix du pétrole dans les 30 prochaines années. Alors si c'était vrai, ce monsieur était infiniment riche. C'est pas possible, parce qu'il y a des arbitrages qui justement donnent au prix des matières premières ou des autres ressources, ça leur donne un parcours aléatoire. Donc, je ne crois pas que nous allions vers une augmentation systématique et générale du prix de l'énergie. Actuellement, nous avons des problèmes de prix de l'énergie parce que les gouvernements prennent des décisions plus ou moins rationnelles et parce que nous avons aussi des politiques liées à la guerre ou aux confrontations militaires. Mais ça n'est pas une tendance de fond. Voilà comment je... Déjà, merci. Je me demandais, est-ce que l'intérêt des grands groupes financiers que vous évoquiez, plutôt que de bouffer ouvertement les États, parce que ça risque d'être trop voyant, est-ce que leur intérêt, c'est pas simplement fait de placer leurs hommes, c'est-à-dire de repérer les jeunes politiques, comme ils l'ont peut-être fait avec Macron, certains le disent, les repérer très tôt, quand ils font leurs études, etc., pour les encourager à prendre la tête des différents États et mieux imposer leurs idées économiques, etc. Est-ce que c'est pas ça plutôt leur intérêt? Oui, c'est une politique quand il y a asymétrie entre le pouvoir des GAFAM, disons, des très grandes entreprises mondiales, et puis les pouvoirs politiques nationaux. D'accord? Donc ils adoptent. C'est pas la politique idéale. La politique idéale pour eux, c'est d'avoir affaire à un seul empire. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez affaire à un seul décideur et que vous pouvez l'acheter, c'est optimum. Tandis que sinon, il faut faire beaucoup d'efforts. Monsieur. Oui, avant de poser ma question, je voulais revenir sur ce que le monsieur là-bas... Tu pourrais éclairer, s'il te plaît? Oui, pardon. Ce que le monsieur l'avait expliqué, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, si on regarde la dette publique des États-Unis, elle est de 20 000 milliards de dollars par rapport à la France qui est de 3 000. Donc évidemment, c'est quelque chose d'énorme. Mais si on regarde le taux de dette par rapport au PIB des États-Unis, et quand on sait que le dollar est la monnaie étalon, du coup ils arrivent à se rééquilibrer et de fonctionner sur une économie déficitaire. Voilà. Et ma question du coup c'était sur votre schéma, vous expliquez qu'entre guillemets on transite entre une production décentralisée de marché et une production centralisée de hiérarchie, dont les extrêmes sont soit le communisme, soit le néolibéralisme. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, un jour, on pourrait passer à un système qui serait ni l'un ni l'autre, mais un système de décroissance qui est notamment promu par des gens comme Sandrine Rousseau Finalement, là, on passe soit de la décentralisation à la centralisation. Donc, c'est un peu un circuit fermé, si on regarde votre schéma. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que sur chacun des axes, ce sont des variables continues. Il y a une infinité de positions possibles. Donc il y a toutes sortes de systèmes là.
le choix se faisant sur leur coût de fonctionnement comparé à un moment donné avec les ressources de ce moment donné. Je voudrais ajouter juste un point peut-être politique qui pourrait vous intéresser en 2 minutes. C'est que on nous dit que le système actuel est néolibéral. Comme libéral, je m'inscris tout à fait en faux contre cette définition parce que je dis, en réalité, le patronat s'est emparé, en France en tout cas, il s'est emparé dans les années 70 de la notion de libéralisme. Et il a prétendu qu'il était détenteur de la légitimité du marché et donc du libéralisme. Mais comme nous avons vu que le marché s'oppose à la hiérarchie d'entreprise, l'entreprise n'est pas du tout un lieu privilégié du libéralisme, ni un défenseur de l'économie de marché, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est pas du tout ça. Donc je dis, nous ne sommes pas dans un système. L'entreprise, le patronat et les entreprises ne sont pas les défenseurs naturels du libéralisme. Merci. Monsieur. Vous avez, dans l'économie, vous avez déclaré qu'il y avait 2 façons de faire, centraliser ou décentraliser, c'était pas exactement le mot, c'était unilatéral et bilatéral. Moi, je vois très bien ce que c'est que unilatéral. Je suis par exemple chez moi, je dis je veux faire des travaux, j'appelle un plombier, un électricien, c'est moi le patron. Je comprends très bien, et on a fait ça depuis la nuit des temps, les hommes préhistoriques faisaient pareil. Je ne comprends pas ce que c'est, je voudrais des exemples, je ne veux pas rester dans la théorie, ce que c'est cette multiplication d'informations, je ne vois même pas un exemple. Vous avez donné l'exemple du pistolet, mais il y a bien quelqu'un qui vend le pistolet. Et donc celui qui vend le pistolet, il dit, ben moi j'ai besoin d'une crosse. Ou inversement, celui qui fait les crosses, j'ai besoin de l'acier. Je ne comprends pas l'exemple que vous citez où il y a besoin, il y a un marché où il y a une concurrence. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Parce que moi, je ne le vois pas. Oui. L'exemple que je citais, celui de la fabrication des armes à Birmingham en 1860 en Angleterre, la production des fusils et des revolvers était décentralisée. Vous aviez des artisans spécialisés dans une des composantes d'un revolver ou d'un fusil. Il y avait des gens qui fabriquaient uniquement la détente. Mais comme dans le système centralisé, pareil. Non, non. Là, ils étaient indépendants. C'est-à-dire que l'artisan qui fabriquait le canon du revolver, après, il fallait qu'il vende son canon soit à un fabricant de barillet ou de crosse, ou à un artisan monteur. Je peux vous interrompre? Est-ce que c'est exactement la même chose dans l'automobile? Vous avez des sous-traitants qui s'appellent Valeo et autres. C'est la même chose. Et ils ont différents clients, alors qu'ils sont eux-mêmes sous-traitants. C'est pas la même chose pour le salarié de l'entreprise automobile. Le salarié de l'entreprise automobile, il ne fait pas le marché. Il arrive à son poste et il exécute ce que lui dit d'exécuter le cadre qui est au-dessus de lui, qui obéit lui-même au manager de l'entreprise. Celui qui faisait les barillet, si on prend cet exemple-là, il avait aussi une entreprise avec des ouvriers. Non, attendez. Vous avez la possibilité d'avoir des artisans indépendants les uns des autres. Comment est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? En essayant d'acheter et de vendre, ou en passant par un monteur qui achète les différentes pièces aux uns et aux autres et les assemble ensuite. Et l'assemblage est plus ou moins parfait, parce que ça n'a pas été concerté au départ. Dans une entreprise de fabrication d'armes, c'était le système américain, de Colt et de Remington, ils ont intégré tous les artisans comme salariés dans l'entreprise. Et comme salarié, l'ouvrier spécialisé ne fait pas le choix lui-même. C'est son contremaître, son patron qui lui dit... Ça, j'entends. Mais bon, je ne connais pas l'exemple de Birmingham, mais je ne vois pas d'autres dans ma culture exemples. Celui-là, j'ignorais, mais je ne vois même pas d'autres exemples où ça marche, parce que c'est impossible que ça fonctionne. Ah ben non, il y a des marchés où ça fonctionne. Il y a des marchés dans l'économie. Par exemple, quand vous allez demander à l'artisan de venir faire les travaux chez vous, vous dites, je lui dis ce que je veux, d'accord,
mais il peut vous le fournir ou pas. Oui, et alors? Eh ben, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'accord. C'est depuis la nuit des temps. Non, et c'est quel que soit le peu modèle. importe, mais il n'y aura pas d'échange bilatéral s'il n'accepte pas de correspondre à de faire ce que vous demandez. Et vous n'aurez personne en face de vous si vous n'acceptez pas non plus les normes. Votre artisan plombier, il va vous dire « je n'ai pas ce que vous me demandez. Je n'ai pas de robinet de calibre, je ne sais pas quoi, 0,6. » Alors qu'est-ce que vous faites? Vous en cherchez un autre. Donc il faut faire le marché. Pour arriver à votre résultat, vous êtes obligé de faire le marché. C'est précisément la centralisation. Non. Je suis le centralisateur. Mais non, parce que le plombier, il n'a pas que vous comme client. Mais c'est pareil, c'est croisé, c'est validé. Vous ne pouvez, monsieur, vous ne pouvez rien dire à votre artisan plombier. Vous ne pouvez pas lui donner de directive. Vous ne pouvez pas lui donner de directive. Vous pouvez lui demander de faire un certain travail. Et vous serez d'accord ou pas d'accord sur les conditions de ce travail. Mais vous n'allez pas lui dire, tu vas utiliser un marteau, tu vas utiliser du cuivre, et tu vas me faire... Parce que vous parlez du salariat. Pardon? Vous parlez du salariat, c'est autre chose. Dans le salariat, le contremaître va dire au salarié... Oui, j'ai compris. Voilà. Monsieur au fond. Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais savoir, vous n'avez pas parlé de la monnaie, et on parlait beaucoup de centralisation, décentralisation. Dans les 1 à 5 ans qui viennent, on sait qu'ils veulent hyper centraliser l'économie au niveau de la Commission européenne, etc. et imposer les monnaies numériques. Vous avez peut-être en parlé. On n'a pas parlé de la monnaie. Qu'est-ce que comment vous voyez les choses avec un État qui a tendance à hyper centraliser autant l'économie que... Je crois que là, ça fait partie, ces histoires de monnaie électronique, etc. Ça fait partie de l'opération générale des mondialistes pour créer une autorité mondiale centrale. Enfin, quand ils disent mondiale, ça veut dire occidentale en réalité. Donc, mais c'est un premier pas, si vous voulez, comme ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas créer un État occidental unique, ce que les États-Unis ne font qu'approximer actuellement. Ils essaient par différents cheminements de le construire morceau par morceau. Je ne sais pas si c'est bilatéral ou c'est unilatéral, mais vous observez qu'ils essaient de donner à l'OMS le pouvoir de décréter les politiques de santé dans tout le monde occidental. Ils essaient d'avoir une sorte de monnaie centrale occidentale, etc. Ils attaquent de différents côtés à la fois pour essayer d'aller dans le sens d'un État unique. Mais à mon avis, le calcul de base reste valable, c'est-à-dire je crois qu'ils sont perdants, parce qu'ils ne peuvent pas doubler à nouveau ou tripler la dimension des débouchés. Donc vous pensez que vous êtes plutôt, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Pardon? Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sortie de Banque, et notre but c'est de proposer une alternative décentralisée justement à cette hyper-centralisation. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de résister, parce que vous étiez plutôt, vous pensez plutôt que le mondialisme allait échouer, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de résister à cette hyper-centralisation dans les années qui viennent? Oui, je crois qu'il faut résister, mais surtout, les faits sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas optimal, économiquement, d'avoir un État impérial qui gouvernerait l'ensemble de l'Occident. Je crois que ce n'est pas la bonne dimension. Les entreprises ont une dimension optimale, les États aussi, et aujourd'hui, un État occidental n'est pas optimal. Et l'État européen non plus, mais ça, il y a longtemps qu'on le sait. Merci beaucoup. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur la concentration, déconcentration de l'économie et de l'externalisation, donc à la fois downsizing et puis outsourcing, je pense qu'une bonne illustration, moi je travaille dans le domaine informatique, on a dans les entreprises des informaticiens, mais qui complètent les ressources dont ils ont besoin avec des entreprises qui leur fournissent leurs propres employés ou parfois même des indépendants. Et la sélection des candidats correspond à ce travail de recherche d'information
où l'entreprise cliente va essayer de faire comprendre son besoin à ses fournisseurs de main-d'œuvre, et les fournisseurs de main-d'œuvre vont essayer de proposer des candidats qui sont en adéquation avec la demande. Donc de ce point de vue-là, j'adhère à votre propos. En revanche, il y a une autre dimension qui me gêne un peu plus dans ce schéma-là, puisque le déterminant que vous donnez entre concentration et déconcentration, c'est le coût de la recherche de l'information. Mais il y a un autre élément qui me semble assez fort et qui embarque d'un certain point de vue comment dire, les problématiques d'accès aux ressources en énergie peu chère et concentrée, c'est ce qu'on appelle le phénomène des monopoles naturels, que vous avez déjà un peu évoqué. Les GAFAM dont vous parlez, ils entrent dans l'analyse économique sous le chapeau de ce qu'on appelle, si je m'abuse, l'économie du coût marginal zéro. C'est-à-dire que ce qui va être vendu, c'est une chose dont la première unité produite coûte, pour schématiser, 100% du coût de fabrication, et qu'après qu'on en vende une unité ou 1 million d'unités, le coût sera le même. L'exemple étant donc, le développement informatique, on pourrait citer Google, mais pour prendre un exemple allemand, l'éditeur SAP, qui fait des logiciels d'informatique. Donc on n'a pas que voilà, ce phénomène de coût à l'information, on a d'autres phénomènes qui amènent à une très forte concentration et qui met des barrières à l'entrée pour le marché, en fait, pour les potentiels nouveaux arrivants et concurrents. Oui, oui, tout à fait. Ce que vous décrivez là, sur le coût fixe qu'on divise par le nombre d'unités produites, c'est ce que j'évoquais comme l'avantage des contrats unilatéraux, c'est-à-dire la construction de grandes pyramides. D'accord ? Mais ce que je conteste, c'est que nous allions vers beaucoup de domaines où il y ait des monopoles naturels. Il y a un exemple qui a été très très souvent cité. Il y a eu une époque où on disait IBM a un quasi-monopole en informatique et donc c'est fichu pour toujours. L'industrie informatique sera toujours en monopole. Et puis, très peu d'années après, il y a eu les micro-ordinateurs, les ordinateurs portables, Apple, etc. Et IBM a disparu. Donc, je dis, là, il y a une erreur de perspective parce que dans une industrie nouvelle, il y a toujours un créateur initial. Donc, il s'empare de la position et il la garde tant qu'il peut. Mais la concurrence ne se manifeste qu'après. Donc je crois qu'il y a très très peu de monopoles naturels dans nos économies. Il y en a au départ, dans un champ nouveau, mais ça ne dure pas. Monsieur. Alors, dans votre exposé, pour modéliser le coût entre centralisation et décentralisation, avec plus en plus de coûts quand on décentralise par le coût de l'information, qu'est-ce qui compense ça pour plus de centralisation, pour que les résultats ne soient pas tout le temps dans l'optimisation, tout le temps en centralisation, et que des fois il y ait des choses qui soient décentralisées. On dit qu'est-ce qui contrebalance pour que la fonction elle ait vraiment un minimum, qu'est-ce qui contrebalance pour le fait qu'il y a un coût de l'information en système décentralisé. Excusez-moi, mais j'ai eu du mal à entendre. Alors, comment est-ce que quand vous faites votre système dans votre modélisation, plus un système est décentralisé, plus le coût de l'information est important? Parce que pour échanger et rechercher de l'information, ça coûte. Oui. Qu'est-ce qui compense cela dans votre modèle pour le fait que tout l'optimum de la fonction ne soit pas tout le temps quelque chose de centralisé? Bon. Parce que votre question, elle a un sens pour vous déjà. Non mais je préfère savoir. Mathématiquement, pour votre fonction, que la solution de la fonction, ce ne soit pas toujours le fait que quelque chose soit centralisé, parce que s'il y a un coût qui est issu de l'information, qu'est-ce qui contrebalance? Qu'est-ce qui compense? Où s'établit l'équilibre? C'est ça votre question? Qu'est-ce qui fait que l'optimum n'est pas toujours atteint en centralisé? Si vous voulez, d'une part, vous avez la spécialisation qui fait qu'un produit est décomposé en éléments plus nombreux. La spécialisation, ça, c'est favorable à la production. Donc, il va falloir choisir ensuite comment on met en œuvre cette spécialisation.
et jusqu'où on va aller dans la spécialisation. Et donc il y a les gains de la spécialisation, mais qui sont contrebalancés par les coûts en information des décisions bilatérales. Et donc on va substituer aux décisions bilatérales, en partie, des décisions unilatérales qui permettent de réduire les coûts de la spécialisation. Et donc tout ça va amener à un équilibre parce que vous avez deux forces opposées. Cette analyse ne donne aucun avantage dans la prescription. Je dis parce que l'équilibre va résulter de l'action de tous les participants. Et c'est ça, je crois, qui est important et qui est nouveau par rapport au débat habituel sur les systèmes politico-économiques. La plupart du temps, le débat porte sur que doit faire ou que va faire un gouvernement qui décide du système. Et ce que je vous dis, c'est le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire grand-chose. Ce qui fait le système, c'est l'ensemble des décisions de tous ceux qui choisissent le marché ou la hiérarchie. Donc je ne peux pas le prévoir, ça. Je peux dire simplement, sous l'influence de tels facteurs, on va aller plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Je ne peux pas vous dire quel est l'optimum. Là, on arrive à 22h. Je pense que on va passer à la partie plus privée de nos échanges autour d'un verre, en remerciant les professeurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.